Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, donc le replay des 8 méthodes pour dynamiser votre maquette pédagogique. Donc, nous allons voir dans ce webinaire différents points. Un premier point où c'est une petite introduction sur qui nous sommes et vous verrez, j'ai pu couper les différents échanges que j'ai eus avec les personnes lors de ce webinaire, donc qui correspondaient au icebreaker. En suivant, nous avons donc identifié 8 méthodes pédagogiques qui vont permettre donc d'innover, mais c'est surtout de motiver vos étudiants, mais aussi les personnes qui sont apprenantes dans votre entreprise. Et ensuite, on verra comment on mesure ces avantages en fonction de l'entreprise et des établissements. Mais bien sûr, à la fin, il faudra choisir l'une des méthodes ou plusieurs des méthodes en fonction de vos objectifs. Et je vous réserve une petite surprise, voilà, par rapport à votre participation au niveau du webinaire. Tout simplement, dans cette première introduction, c'est qui nous sommes. Donc aujourd'hui, nous sommes le cabinet La Dose Digitale, donc un cabinet spécialisé dans la conception pédagogique. Donc nos trois piliers sont la formation, les méthodes et les outils. Donc on mélange ces trois notions pour pouvoir créer des concepts pédagogiques. Donc on intervient dans des écoles où aujourd'hui on forme plus de 3000 étudiants à l'aide de notre application mobile. Et depuis 2019, on intervient en entreprise où c'est plus de 400 entreprises qui ont été formées. Donc, vous verrez, souvent, c'est Axel que vous aurez en lien si vous voulez échanger ou en savoir un peu plus sur le cabinet qui est donc le responsable au niveau du pôle école et bien sûr moi-même sur le pôle entreprise. Donc, ici, c'est à vous de vous présenter. Je vous laisse donc répondre à ces différentes questions. Donc, qui vous êtes, où vous travaillez, dans quel organisme, dans quelle entreprise, mais également quels sont vos enjeux pédagogiques aujourd'hui. En fait, le why, pourquoi vous travaillez aujourd'hui votre pédagogie, quels sont vos projets, quelles sont vos méthodes et bien sûr, en fait, quelles sont vos difficultés. Donc là, vous voyez, je vous ai mis un petit exemple. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, je suis responsable pédagogique dans l'école de Lyon. Mon principal enjeu de cette année, c'est de rendre les cours plus engageants, impliquer davantage les étudiants sur des projets concrets. Voilà. Nous avons déjà testé le blending learning, mais nous cherchons de nouveaux formats, donc comme les serious games ou la pédagogie inversée. Et on aimerait mettre en place une formation également en continu grâce à ces méthodes. Donc ça, c'est un petit exemple que je vous ai mis pour vous aider, bien sûr, à rédiger tout ça. Donc merci à tous voilà, d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Maintenant, on va y répondre au fur et à mesure de cette présentation. Donc comme vous l'avez compris, le sujet numéro un que nous allons aborder, ce sont donc la définition de chacune des méthodes pour une école, une organisation ou une entreprise. La première méthode, c'est le Blending Learning 3.0. À quoi ça correspond? Le Blending Learning 3.0, ça combine du présentiel, du synchrone et du asynchrone. C'est-à-dire qu'on va varier les ressources et on va varier les temps d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut surprendre les apprenants, mais également quand on est en entreprise, il faut bien sûr s'adapter au planning. Donc le présentiel, c'est bien avec le formateur. Le synchrone, ça permet donc d'avoir beaucoup plus de personnes connectées, donc c'est-à-dire qu'on pourrait faire des plénières avec beaucoup plus de personnes. Et le asynchrone, ça va vous permettre tout simplement de gérer donc les temps off où les personnes peuvent apprendre. Ils peuvent l'apprendre dans les transports en commun, ils peuvent l'apprendre au niveau donc, de la salle de pause, ils peuvent l'apprendre aussi sur un temps de pause. Voilà. Ça va permettre aussi de favoriser l'autonomie dans l'apprentissage. Et grâce à ça, on peut intégrer de la vidéo, on peut intégrer du podcast, on peut intégrer des micro-formations, mais également quand on est en présentiel, des activités collaboratives, voilà, ou bien des actions qui peuvent être générées avec l'IA. Donc l'objectif ici, c'est de varier les formats, de créer une expérience d'apprentissage, mais c'est surtout ici d'avoir une dimension qui va s'adapter et s'ajuster au profil et au rythme de l'apprenant. Vous l'avez compris, c'est-à-dire que si on est sur des publics qui sont un peu plus, qui ont un peu plus l'habitude d'avoir du présentiel, alors peut-être 60% de la formation sera en présentiel. Mais quand on est sur des nouvelles générations, potentiellement, on va inverser ce ratio-là. En suivant, on a des outils qui permettent le suivi, donc l'analyse de l'apprentissage. Donc, nous, aujourd'hui, on a un cabinet qui est certifié Calliope. Donc, tous nos outils vont permettre et toutes nos méthodes vont permettre d'analyser, donc avoir un tableau de bord sur ces sujets-là.
Et ensuite, ça va permettre aussi de centrer l'expérience utilisateur. Donc, on va le rendre accessible en fonction du profil, utiliser le côté mobile autant sur le côté flexible, mais le mobile, l'outil. Donc, en résumé, donc vous l'avez compris, le blending 3.0, blending learning 3.0, c'est la meilleure des méthodes aujourd'hui qui va enrichir donc le contact humain et le côté distanciel avec le digital. Donc l'avantage, on se comprend, c'est une offre flexible qui permet de mutualiser des ressources, c'est-à-dire surtout si on est une école, on peut avoir un tronc commun en fonction de plusieurs matières et surtout de répondre à des besoins qui sont des étudiants en alternance ou bien favoriser donc l'apprentissage en continu quand on est en entreprise. La deuxième méthode, c'est la ludopédagogie. Donc la ludopédagogie avec la gamification, c'est très simple. Ludopédagogie, ça égale le fait d'utiliser le levier du jeu. La gamification, c'est le fait d'obtenir des points et donc de créer un mécanisme qui va rendre des défis et mettre en place un classement. Donc c'est quand on allie les deux, alors on obtient du coup la ludopédagogie plus la gamification. En combinant ces deux méthodes, tout simplement, on va favoriser la motivation. On peut totalement le faire en asynchrone, synchrone et présentiel. Donc, on peut le mêler avec le blending learning 3.0. Et grâce à ça, c'est l'apprenant n'est plus passif, c'est-à-dire que c'est lui qui est acteur de sa formation et c'est lui qui va être acteur de cette expérience et surtout qui va être acteur, voilà, de son propre parcours. Donc, nous, on le recommande fortement grâce à notre application. On a la possibilité d'avoir des classements en live et donc, du coup, de faire de la formation en continu, surtout quand on est en entreprise. C'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que grâce à ça, au moins, les personnes peuvent le mettre dans leur agenda en fonction du temps. Pareil au niveau des écoles, sur les écoles qui ont utilisé cette méthode-là en plus du blending learning, ça permet en fait de mettre un challenge dans l'école et ça permet du coup de faire des interactions plutôt entre les différentes classes. Vous l'avez compris, là-dessus, ça renforce l'attractivité des programmes, la motivation des apprenants, mais ça donne aussi une image moderne à votre entreprise comme à votre école. Pourquoi? Ben, c'est-à-dire que vous vous adaptez à ces nouvelles générations, mais aussi vous cherchez à capitaliser sur des méthodes en fait pédagogiques qui vont aujourd'hui vous apprendre à être un peu plus actif et un peu plus innovant. Et bien sûr, favoriser l'apprentissage grâce au sentiment d'appartenance parce que comme il y a un classement, je sais où j'en suis, je peux faire des petits battles avec les autres personnes et grâce à ça, vous pouvez travailler l'engagement. La troisième méthode, c'est donc la classe, donc la pédagogie inversée, donc c'est la classe inversée. Tout simplement, ici, les étudiants découvrent des notions théoriques avant le cours. En suivant, on passe en classe, on va passer à la mise en pratique et c'est là où on va discuter, où on va échanger et que le formateur va se placer sur un rôle de coach pour les amener vraiment plus loin. Et grâce à ça, vous pouvez aussi adapter le rythme d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, qui vont assimiler des informations en une demi-journée, ça va être très simple, mais pour d'autres, ça va être très compliqué. Donc le fait de pouvoir découper ces temps d'apprentissage théorique en amont, même en entreprise, au moins ça peut permettre d'avoir une montée en compétences très simplement, surtout autour de l'intelligence artificielle, peut-être avec des petits ateliers qui peuvent être intéressants. Mais grâce à ça, vous allez avoir un parcours en amont qui va être réalisé et qui va être exécuté au rythme de l'apprenant. Donc grâce à ça, vous allez favoriser l'autonomie en amont, l'interactivité sur le lieu du cours, c'est-à-dire que l'étudiant ou l'apprenant en entreprise n'est pas passif, c'est-à-dire que c'est à lui d'arriver avec des questions pour favoriser les échanges, avoir des débats et bien sûr la co-construction. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on va passer directement à la pratique, donc peut-être des travails en binôme ou bien des travails en solo. Donc la classe inversée, vraiment son avantage, c'est se retrouver sur valoriser le temps en présentiel en classe, c'est-à-dire que le jeune ou l'apprenant ne va plus être passif à attendre que le formateur partage ses notions. Non, non, il va rentrer directement dans l'échange pour répondre aux questions. Bien sûr, favoriser et responsabiliser les apprenants et permettre une meilleure évaluation des compétences actives. C'est-à-dire que par exemple, si vous utilisez l'IA, les jeunes aujourd'hui vont utiliser l'intelligence artificielle pour faire tous leurs exercices.
Et grâce à ça, au moins, vous pouvez les évaluer, vous pouvez les faire passer au tableau, vous pouvez les mettre en groupe d'évaluation de pairs et vous pouvez du coup retravailler donc la classe inversée avec cette méthode. Le scénario, la scénarisation en mode projet, tout simplement, c'est on simule ici un cas fictif. D'accord? On va les mettre en module, on va séquencer plusieurs activités, ça va être un scénario plutôt global avec des défis à résoudre et bien sûr une production de livrables. Bien sûr, si vous intégrez l'intelligence artificielle dans les productions de livrables, vous allez leur demander qu'ils mettent leur prompt à l'intérieur, qu'ils expliquent comment ils ont fait ce prompt-là, voilà, pour qu'on puisse vraiment intégrer l'intelligence artificielle dans l'apprentissage. Donc ici, on se rend bien compte que l'enseignant, donc le formateur, devient un chef d'orchestre pédagogique. C'est-à-dire que c'est lui qui va coordonner tous ces exercices pour ensuite avoir un livrable et pour pouvoir évaluer ça. Donc, on dit que ça s'inscrit dans une méthode de pédagogie moderne. Pourquoi? Parce que c'est le mode projet qu'on retrouve souvent en entreprise. Et c'est surtout qu'on va favoriser un apprentissage par l'expérience. Donc, si vous, par exemple, vous combinez la classe inversée plus le mode projet, alors les jeunes, par exemple, voient les notions avant le cours. On va vérifier ces notions-là, par exemple, sur la première heure. Et en suivant, on va passer au mode projet. On va les faire travailler. Et c'est vous qui allez passer sous forme de coaching ou bien avec le formateur, à vous d'identifier la personne qui doit animer ce mode projet. Donc tout simplement, l'avantage, on renforce la cohésion de la maquette pédagogique qui va permettre de faire des passerelles, favoriser le travail en équipe, bien sûr, le lien école-entreprise grâce à la méthode et permettre d'évaluer les compétences transversales, donc créativité, organisation, leadership, donc les soft skills, mais aussi les skills qui peuvent être présentes. La méthode numéro 5, c'est ce qu'on appelle le learning by doing. Tout simplement, c'est l'apprentissage par l'expérience. A contrario du mode projet, ici, ça va être vraiment tout simplement en lien avec une vraie entreprise. C'est-à-dire qu'on va identifier une entreprise ou plusieurs entreprises qui vont jouer le jeu là-dessus. Donc, si par exemple vous êtes déjà une entreprise, alors c'est ne pas prendre de cas fictifs pour pouvoir faire de l'apprentissage. On va prendre vraiment vos cas d'usage et sur ces cas d'usage, on va créer votre formation. Au moins, les personnes, par exemple, qui sont au service RH, service comptable, service com, service commercial, vont pouvoir travailler en ayant le droit de se tromper. Elle est là l'avantage de cette méthode-là. C'est-à-dire que on va expérimenter, on va vivre des situations concrètes, donc des cas réels. C'est pour ça qu'on part tout le temps dans la conception pédagogique sur cette méthode-là avec des cas réels. Ensuite, on va observer et analyser pour prendre du recul sur ce qui s'est passé. Et c'est là où on se rend compte qu'on a pu se tromper. Et grâce au fait qu'on a pu se tromper, on va pouvoir relier tout ça à la théorie pour pouvoir réadapter la méthode d'apprentissage. Donc, l'apprenant va se dire, OK, je me suis trompé à tel endroit, donc du coup, maintenant, il faut plutôt que je fasse comme ça. Et donc, du coup, réinvestir, tester à nouveau pour ajuster si nécessaire. Donc, ici, ce n'est pas uniquement de la transmission, c'est je pratique, je vérifie si dans l'entreprise ça fonctionne et je rajoute la méthode. C'est-à-dire que le livrable final ici, c'est pas que du blabla, c'est où je me suis trompé, comment j'ai corrigé ça, et concrètement, je repars avec quelle notion acquise. Donc l'avantage pour votre entreprise ou votre école, c'est vraiment travailler sur un cas réel. Voilà, c'est pas une formation voilà, bateau qui est dupliqué pour n'importe quelle entreprise, c'est vraiment le fait de se dire, OK, par exemple, je veux travailler sur l'intelligence artificielle. OK, comment j'intègre l'intelligence artificielle dans chacun de mes services? OK, quels sont ces cas d'usage? Comment je vois les méthodes et les exercices qui viennent avec? Pour qu'ensuite, on vienne faire du coup un livrable au formateur qui corrige et qui, là, par exemple, sur une plénière, peut répondre à toutes les questions. Donc, vous avez compris, hein, les méthodes se croisent. Par exemple, le doing, donc learning by doing, peut très bien aller également avec du blending learning 3.0. Le but, c'est pas de se cloisonner à une méthode. Le but, c'est de trouver en fonction de son public les notions. La méthode qui va permettre de faire monter les gens en compétences. J'ai fait un petit spoil alert ici.
Méthode numéro 6, c'est ici, on a voulu faire un focus sur la méthode du micro-learning et du e-learning. Le micro-learning, si on doit lui donner une définition, on est plutôt sur un contenu qui va faire 2 minutes à 10 minutes, mais 10 minutes, c'est grand maximum. Un seul objectif par vidéo pour l'apprentissage, quelque chose qui se veut beaucoup plus agile et on va mettre des comiques de répétition pour avoir une mémorisation active. Par exemple, on va avoir en amont du cours le micro-learning. Quand on va ouvrir le cours, on va revenir sur ces notions-là. Donc, vous voyez, c'est un lien direct avec la classe inversée. Et on va utiliser, par exemple, le mobile, qui se veut donc un outil plus flexible que l'ordinateur. Et bien sûr, l'attention des étudiants aujourd'hui est fragmentée. Donc, ça va permettre donc, d'aborder ces notions-là avec donc, des mini-vidéos, des notifications et bien sûr cette application mobile qui va condenser tout cet apprentissage-là. Donc, c'est vraiment très adapté aux nouvelles générations. Bien sûr, on se rend compte que quand le corrèle avec la ludopédagogie et la gamification, l'engagement, par exemple, nous au cabinet, on arrive à avoir un taux d'engagement à 90% sur des formations étudiantes et professionnelles. On a un score NPS aujourd'hui qui est au-delà des 50%, des 50 points exactement. Et le e-learning, donc c'est un format où, par contre, ici, c'est un peu plus passif. On est sur des modules qui sont beaucoup plus longs. Il faut vraiment que l'apprenant soit derrière son ordinateur. Et donc, où on est sur une méthode plus descendante et il y a moins d'interaction. Voilà. Donc, en fonction de votre public, c'est assez intéressant d'utiliser l'une des deux méthodes. Voilà. Si on est plutôt sur un public plutôt conventionnel, on va utiliser le e-learning. Si on est sur un public qui a envie d'avoir de l'innovation, qu'il faut stimuler, qu'il faut engager, on va utiliser plutôt le mobile learning avec le micro-learning. Voilà les subtilités entre les deux et comment le choisir. Donc, vous l'avez compris, c'est en fonction de votre public, mais surtout de l'envie et de la méthode que vous voulez mettre en place. Donc, l'avantage de ces méthodes-là, c'est une offre en fait plus flexible et modulable parce que c'est du temps réel. La gamification qui vient s'inclure à l'intérieur donc va permettre d'avoir des contenus modulables en fonction de leur réussite. On va pouvoir réutiliser les contenus ou pas s'ils ont réussi et répondre aux besoins en fait surtout d'une génération qui est connectée et qui se veut toujours de plus en plus mobile. Et enfin, l'avant-dernière méthode, c'est donc Serious Game, Business Game. Donc la différence entre les deux, c'est que le business game va aborder plutôt des sujets sur les notions commerciales, c'est-à-dire on va rentrer des chiffres pour qu'on puisse simuler des ventes. Et donc là, on est plutôt sur un cursus plutôt commercial et management entrepreneurial. Tandis que la méthode en fait du serious game ici va plutôt être plutôt transversale, c'est-à-dire qu'on va utiliser le mécanisme du jeu. Donc vous l'avez compris avec la ludopédagogie, des contenus pédagogiques qui peuvent être de la vidéo, des plateaux de jeu, des cartes. Donc nous par exemple, on crée ces modules-là pour les entreprises et les écoles. Et bien sûr, en fait, faire le lien avec donc l'apprentissage en physique ou en asynchrone ou en synchrone. Et l'objectif, vous l'avez compris, c'est immerger l'apprenant dans un concept pour qu'en fait, il soit vraiment immersif. Je vous donne un exemple qu'on va parler après. Euh, en fait, l'apprenant, nous, on le met sous forme d'agence de communication et grâce à ça, en fait, il travaille sur des livrables en lien avec une vraie entreprise. Donc, vous avez vu, nous, on a mêlé le serious game, la gamification, plus le learning by doing parce que c'est un lien direct avec une entreprise. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, le Serious Game permet donc d'avoir une vraie apprentissage par l'expérience et surtout en lien direct avec des objectifs pédagogiques qui peuvent être beaucoup plus transversaux entre, par exemple, du management, de la RSE et du marketing. Donc, l'avantage de ces deux outils, donc surtout de ces deux méthodes-là, c'est créer donc une expérience immersive parce que le business game le permet aussi. Ça permet aussi de collectivement de travailler sur l'engagement parce qu'il y a des résultats et il y a des points. Ça va permettre également d'évaluer des prises de décision et de la stratégie et du coup de positionner votre école sur des outils connectés, innovants en fonction des besoins du marché, bien sûr. Et la dernière méthode là-dessus, c'est la classe autonome. Donc la classe autonome, comment ça se passe? C'est-à-dire que le principe, c'est l'auto-apprentissage qui est guidé. Les étudiants, donc les apprenants, disposent des ressources en classe. Il y a un objectif clair. Le cadre est posé temporellement. Et donc, grâce à ça, il faut qu'ils aillent chercher la bonne notion, qu'ils la comprennent et qu'ils réalisent l'exercice.
Et le rôle, en fait, aujourd'hui du formateur, ça va être d'évaluer, de faciliter et surtout de les coacher en fonction s'ils ont du coup des questions. Donc, c'est un rôle un peu de superviseur. Et donc, l'avantage là-dessus, c'est que l'étudiant peut travailler en petit groupe, s'auto-évaluer, donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs, et bien sûr, s'entraider. Et donc là, le formateur va vraiment passer dans tous les groupes pour pouvoir répondre. Il y a un vrai rôle actif qui replace le formateur au cœur de la pédagogie. C'est difficile à appliquer sur des publics qui ont des difficultés à être autonomes dans l'apprentissage. Voilà, il faut se le dire. Mais concrètement, l'avantage pour votre organisme, c'est donc valoriser la responsabilité et la maturité des étudiants. Voilà, c'est-à-dire que si tu ne fais pas l'exercice, du coup, tu ne peux pas apprendre, tout simplement. Alléger le rôle du formateur qui ne fait plus du PowerPoint descendant, mais lui donner plutôt une posture de coach, donc facilitateur, et renforcer la personnalisation des apprentissages. Parce qu'au moins, s'il y a plusieurs niveaux dans votre groupe, alors vous pouvez faire switcher les exercices en fonction de la difficulté et du groupe. Vous pouvez les aiguiller pour qu'ils aillent plus ou moins vite dans leur apprentissage. Donc, on pourrait comparer toutes ces méthodes-là en conclusion sur ce premier bloc. Donc, les méthodes les plus engageantes, vous l'avez compris, ludopédagogie et serious game. Celles qui vont permettre d'ancrer les apprentissages, bien sûr, c'est l'expérience et le mode projet. Pourquoi? Parce qu'on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on va vraiment construire un livrable. Les plus flexibles, bien sûr, c'est le Blending Learning 3.0 et le micro-learning. Blending Learning, vous l'avez compris, entre le asynchrone et synchrone qui peut se faire en distanciel et quelques temps en présentiel, ça se veut très flexible. Et bien sûr, le micro-learning qui se veut, par exemple, sur une application mobile, comme nous on l'a adapté, vous pouvez du coup apprendre à n'importe quel moment de votre journée en fonction de vos temps de disponibilité. Celle qui favorise le plus l'autonomie, donc classe autonome et pédagogie inversée. Donc chez les apprenants adultes, ça fonctionne très bien. Chez les apprenants étudiants, la classe autonome en fonction des niveaux, ça fonctionne, mais attention. Et la pédagogie inversée, voilà, il faut bien faire le lien entre ce qu'ils ont fait chez eux et bien sûr ce qu'ils vont devoir faire en classe. Parce que sinon, il va y avoir un manque d'engagement. Et ensuite, la plus économique, bien sûr, le micro-learning parce qu'elle est scalable. Si vous avez 500 ou 600 personnes à former en même temps, par exemple sur de l'intelligence artificielle, ben, bien sûr, le formateur ne va pas intervenir sur plusieurs petits groupes. Il va intervenir du coup via le fait de l'e-learning ou du micro-learning et surtout gamifier tout ça avec de la pédagogie inversée. Donc ça, c'était le premier bloc que je vous avais promis, donc les 8 méthodes. En suivant, on va voir maintenant comment des entreprises et des écoles l'ont tout simplement intégré. Premier cas d'usage, le blending learning avec l'école NSUP. Ici, l'objectif, c'était donc de développer des compétences en marketing digital et donc de travailler sur un cas réel en fin de programme. Donc, là, ici, on a un challenge donc, de micro-formation sur 12 semaines donc, qui est déroulé donc, avec du contenu vidéo gamifié. Et ensuite, il y a 2 TP qui terminent cet apprentissage-là, donc pour consolider les notions. Et on va terminer donc avec du distanciel synchrone sur 3 jours où les jeunes vont être en cas, en fait, sur un cas. Donc, nous, chez nous, c'est celui de Club Langue et Civilisation qui vont du coup travailler sous forme d'agence de communication pour faire des préconisations mais pas des préconisations dites à la chat GPT, mais plutôt des préconisations où il faut créer le visuel, il faut paramétrer la publicité, il faut créer la newsletter, donc avec des livrables concrets. Et tout ça est fait sous un format après de 180 secondes en vidéo pour pouvoir donner envie à l'entreprise de lire le rapport final. Donc l'apport, vous l'avez compris, hein, c'est mettre en pratique les connaissances qui ont été vues sur les 12 premières semaines pour bien sûr comprendre le lien entre la stratégie, les outils et le résultat concret. Donc là, on développe vraiment des compétences en fait d'autonomie, de gestion de projet et surtout sur la communication digitale et bien sûr le travail en équipe qui a une soft skills. Donc ça, c'est un programme qu'on a créé à 100% pour l'école NSUP. Le deuxième cas d'usage, donc ludopédagogie et la gamification, donc ici avec Digital Campus sur les premières années. On se rend compte qu'aujourd'hui, aborder toutes les notions, c'est très compliqué, tout le monde n'apprend pas au même rythme. Donc là, le défi, c'était comment on peut apprendre les notions de base sur les réseaux sociaux, mais à un rythme
qui va à l'étudiant. Donc, tout simplement, sur un format de 12 semaines, même principe, grâce à l'application mobile, il y a différentes campagnes qui sont envoyées le lundi, le mercredi et le vendredi. Et la formatrice ouvre son cours à chaque fois en fonction des notions qu'ils ont vues. Et donc, c'est là où on fait rentrer la ludopédagogie, en fait, avec, par exemple, un outil qui s'appelle le Memorise ou le Time's Up du digital qui va permettre de répéter, donc le comique de répétition dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir revoir ces sujets-là. Donc ça, c'est un outil clé en main qu'on a déjà créé et qu'aujourd'hui, on commercialise à Digital Campus. Voilà. Ensuite, au niveau du cas d'usage de la pédagogie inversée, donc tout simplement, ici, on est avec l'école ICD, donc Igencia. Le but de ce module-là, c'était remettre à niveau tout le monde, donc tout le monde à niveau sur le marketing digital et bien sûr avoir donc une variété de contenus pour renforcer la compréhension, le vocabulaire, les enjeux sur le numérique, mais voilà, d'une manière un peu ludique. Et tout simplement, sur 9 mois, en fait, ils recevaient des notions, donc c'était le challenge de la culture digitale qu'on appelait, des notions le lundi, le mercredi et le vendredi. Et là, le formateur, en fait, ouvrait son cours, le même principe que celui de Digital Campus, avec des outils de ludopédagogie qu'on lui a fournis pour pouvoir faire les comiques de répétition, travailler l'engagement et donc travailler l'importance de faire sa veille. Donc ici, on développe en fait l'esprit critique, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur l'intelligence artificielle pour apprendre, mais c'est du contenu qui vient à nous. Enrichir bien sûr son vocabulaire autour du numérique, gagner en aisance orale sur les capacités d'argumentation parce qu'on fait travailler son esprit critique, et bien sûr la compréhension des outils digitaux qui est développée. Et donc pareil, ça c'est un serious game que nous on a développé et qui est aujourd'hui standardisé pour les écoles. Ici, la scénarisation en mode projet avec l'EGC Business School. Tout simplement, c'est sur 7 campus. Nous avons 7 formateurs qui animent ce module-là. Et grâce à ça, en fait, c'est un cas qui est commun à toutes les écoles parce qu'il y avait un objectif d'harmonisation de la maquette pour qu'il y ait les mêmes livrables et les mêmes notions qui soient abordées. Donc là, ici, il y a un fil rouge commun avec l'entreprise Olis, tout simplement, qui va permettre de faire le lien. Donc là, c'est un moitié mode projet, moitié apprentissage par l'expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise au milieu. Mais voilà, tout simplement, ça, c'est un module qu'on a créé 100% en fonction de la maquette pédagogique de l'EGC, en fonction donc, des notions qu'ils devaient voir. On a tout mis sur notre application, on a formé les formateurs pour qu'ils puissent monter en compétence là-dessus et on leur a donné accès à tous les outils. Et concrètement, l'apport ici, c'est qu'on va mettre du coup l'étudiant plus dans une posture professionnelle. Il va développer du coup des compétences sur le marketing digital, donc en le faisant, et on va apprendre en fait à mesurer des livrables. Voilà. Là, on est plutôt sur un cas donc via l'expérience, mais qui est un peu atypique. Euh, sur cette cinquième méthode, c'est l'Opcommerce. Tout simplement, l'Opcommerce a demandé comment on pourrait faire découvrir les métiers du commerce à des jeunes. Donc tout simplement, grâce à leurs vidéos, on a, ça c'est du 100% personnalisé, on a intégré leurs vidéos dans notre application mobile. Donc les jeunes qui participaient à cette opération-là pendant les 14 premiers jours, en fait, ils avaient des micro-formations sur quels étaient les différents métiers. Voilà. Et au moins, ça permettait le jour J, qu'est-ce que c'était? C'était la visite de plusieurs entreprises sous forme de jeux de pistes dans une ville. Et grâce à ça, en fait, ils pouvaient du coup mieux aborder les conversations avec ces commerçants qui avaient la notion du commerce pour pouvoir poser des questions, découvrir le circuit d'études, découvrir également les différentes tâches. Et ils ont pu faire le lien entre les micro-formations qu'il y avait avant et bien sûr le jour J pour pouvoir poser des questions. Et ça s'est terminé avec, donc c'était dans un lycée, en partenariat avec un lycée, qui a fait un petit mapping des métiers. Et ce mapping des métiers, tout simplement, c'était choisis un métier et dis-moi les savoir-faire et les savoir-être qu'il faut avoir et les différents circuits d'études que tu peux avoir. Donc ça permettait de voilà, consolider les notions qu'ils avaient vues.
Donc voilà, ça c'était un apprentissage un peu différent qui peut se faire avec l'OpCommerce, donc l'OpCo spécialisé dans les métiers du commerce. Ici, le micro-learning, donc MBWay. Donc ici, nous avons mis en place tout simplement le micro-learning sur un système de 12 semaines et qui fait le lien entre les différents modules qu'il y a en physique avec le formateur. Ici, du coup, tout simplement, c'était adapter du coup le numérique à en fait un cas et à leur scénario pédagogique. Donc là, on est plutôt sur un master en management. Donc, ils ouvrent le cours. Entre les cours, il y a de la micro-formation. Le formateur arrive, il ouvre le cours avec les outils de ludopédagogie. Et ici, il revoit les notions et du coup, le formateur peut se consacrer plutôt à l'apprentissage pratique. Donc, vous l'avez compris, c'est le même principe. Lundi, mercredi et vendredi, il y a les micro-formations qui sont envoyées aux étudiants et qui est bien sûr calé, bien sûr, par rapport au planning de chacune des écoles. Donc là, on est vraiment sur une maquette qui est 100% personnalisée pour cette école-là. Et donc, ça permet de favoriser un apprentissage en fonction du timing que le jeune a à consacrer entre les deux sessions et mieux retenir les notions clés et surtout le côté comique de répétition avec l'interactivité en classe. Ici, c'est plutôt le Serious Game qu'on a utilisé avec EDF, où on a créé le baromètre de la sobriété numérique. On voulait amener les participants à adopter le comportement le plus responsable sur ces pratiques-là. Et tout simplement, grâce en fait à des séances en physique, nous avons connecté ces séances à physique avec notre application mobile et les points qu'ils avaient entre les différentes sessions, ça permettrait d'avoir ce fameux baromètre, donc un petit classement qui permettait de savoir où ils en étaient. Donc, sur les 8 semaines de formation, il y a eu donc 4 temps en présentiel et en asynchrone via l'application. Ça a permis voilà, de travailler l'engagement, surtout que c'était des personnes voilà, à forte responsabilité qui avaient besoin voilà, de, on va dire, travailler et bien sûr approfondir ces sujets-là. Donc, ça a permis en fait d'avoir un classement final et bien sûr d'avoir des récompenses et donc d'avoir un meilleur impact sur l'apprentissage. Donc ici, c'était plutôt sensibiliser sans donner des leçons et c'est surtout que voilà, il fallait qu'on adapte au contenu de EDF grâce aux micro-formations et avec les suivis du coup des actions. Donc ça permet de se motiver collectivement, de savoir où ils en sont les autres en intercession. Et donc ça, c'est un module qu'on a créé à 100% pour la partie EDF. Et le dernier cas d'usage en classe autonome, donc ici, c'est le retour d'expérience au niveau d'un module de compta, voilà, qui s'était responsabilisé les apprenants, comme je vous ai expliqué, voilà, où la personne donnait tout simplement les exercices et le cours. Elle ouvrait le cours avec une notion maximum sur 20 minutes et c'était des cycles et des sprints, si vous voulez, sur une partie de la formation, donc 3 cycles de 1 heure pour pouvoir faire l'exercice. Donc 20 minutes de notion, les jeunes retrouvaient le cours pour pouvoir faire l'exercice. Et donc, ici, on positionne le formateur au niveau d'un coach, tout simplement. Et ce format a transformé en fait une dynamique en classe et les étudiants s'organisaient plutôt en binôme pour s'auto-évaluer. Voilà. Donc ça, c'est le retour d'expérience qu'on peut vous faire sur cette méthode-là. Voilà, on a vu les différentes méthodes, on a vu comment les entreprises ou les écoles l'intégraient, mais ici, c'est comment bien choisir sa méthode. Ok. On ne choisit pas une méthode en fonction de l'outil. On va réfléchir par commencer pourquoi je veux l'intégrer. Quel est mon objectif? Ok. Qu'est-ce que je veux donner à mes étudiants? Qu'est-ce que je veux que mes étudiants sachent? Quel est le changement de posture de mes formateurs et de mes étudiants que je veux qu'ils aient à terme? Et quelle méthode n'est pas, voilà, quelle méthode n'a pas les bonnes intentions ou a les bonnes intentions dans l'apprentissage au niveau de ma classe? Ensuite, on va se poser la question de comment je vais adapter la méthode au profil. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand je vous ai dit un spoil alerte, c'est voilà, des étudiants post-bac ou des jeunes apprenants, on va être plutôt sur de la ludopédagogie, serious game, micro-formation. Ok. Pourquoi? Parce qu'il faut besoin de stimuler un rythme rapide, des interactions et un feedback pour pouvoir passer à l'exercice. Quand on est plutôt sur des alternants ou des jeunes actifs,
le blending learning et la méthode d'apprentissage expérience est vraiment très bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de concret pour pouvoir l'appliquer en entreprise, mais c'est surtout s'ils sont sortis et qu'ils sont en train d'apprendre encore, voilà, ils ont besoin d'apprendre, cette méthode-là va permettre de les accompagner. Et bien sûr, le blending learning va permettre d'avoir des temps en physique, des temps en distanciel pour pouvoir, bien sûr, approfondir et avoir le droit à l'erreur. Quand on est sur du professionnel ou quand on est sur de la reconversion, la pédagogie inversée pour responsabiliser et la classe autonome fonctionne bien. Bien sûr, intégrer la ludopédagogie, la micro-formation à l'intérieur, parce que quand on est sur la classe inversée, il faut prévoir le travail en amont pour bien sûr valoriser les acquis à terme. Et quand on est sur des formateurs ou des enseignants, la scénarisation en mode projet et la gamification permet aujourd'hui de stimuler cet apprentissage-là pour vos formateurs. Donc ici, les enjeux, voilà, c'est qu'il faut tenir compte donc, du temps. Donc en fonction, bien sûr, du temps de votre cours, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Donc si on n'a que 2 heures d'apprentissage, on va utiliser peut-être le micro-learning et la gamification avec des ateliers ludiques. Si on a un temps de formation qui va durer sur une journée, alors on peut utiliser un challenge sur la journée ou la pédagogie inversée. Et si on a des modules qui sont, par exemple, découpés sur une semaine ou qui sont découpés sur plusieurs semaines, le blending learning s'adapte parfaitement. L'idée n'est pas aussi aujourd'hui de surcharger pardon, avec des méthodes, mais c'est surtout d'alterner différentes méthodes pour travailler l'engagement. En suivant, miser sur la complémentarité des approches. Ça me permet de faire cette transition-là. Pourquoi? Parce que si vous utilisez à 100% de la gamification dans toutes vos formations, au bout d'un moment, vous allez user l'engagement de vos étudiants, vous allez les fatiguer. Et donc là-dessus, vous allez du coup avoir un effet inverse sur l'engagement. Donc, le blending learning, parfait sur la structure de parcours. La ludopédagogie capte directement, donc vous pouvez l'intégrer directement dans des modules. Donc, la ludopédagogie, nous, on l'intègre avec le mobile learning. La pédagogie inversée qui va, du coup, en amont, permettre de travailler sur des notions. Voilà. Imaginez si vous aviez tous vos cours, il fallait qu'ils les travaillent en amont. Aujourd'hui, sachant qu'ils ne veulent plus avoir de devoirs, ça va être compliqué. Et bien sûr, donc la pédagogie d'expérience qui, elle, va développer vos compétences et bien sûr développer les compétences de vos apprenants. Et ici, l'objectif, c'est de créer une expérience complète, donc multiméthode, pour soutenir les différentes méthodes d'apprentissage. Voilà, différentes étapes d'apprentissage. Et n'oubliez pas la posture de votre formateur, c'est-à-dire qu'il faut comprendre votre formateur dans ces méthodes-là, il faut lui demander qu'est-ce qu'il a envie de changer dans la maquette et bien sûr s'il maîtrise les outils. Et s'il ne maîtrise pas les outils, par exemple, on peut se référer à notre cabinet qui va aujourd'hui faire de la formation de formateur pour le faire monter en compétence sur les outils. Il faut savoir que les 8 cas d'usage qu'on vous a montrés, ici, on a formé tous les formateurs à la méthode. Et donc, du coup, vous l'avez compris, une méthode réussite, c'est 50% de design, donc du coup, application, plateau, carte, et 50% d'adhésion humaine, vos formateurs et vos apprenants. Et enfin, pour terminer, il faut tester, mesurer, ajuster. Les cycles de formation, surtout au niveau des entreprises comme des écoles, ça peut durer 1 an. Donc, quand on a testé une formation, il faut la mesurer. Il faut collecter les feedbacks, autant des formateurs, des étudiants que des apprenants, pour ajuster avant de généraliser cela, ou bien si on duplique une autre formation avec ce formateur-là qui s'adapte. Donc, il faut mesurer avec le taux de participation, la satisfaction et bien sûr les acquis. Donc, la meilleure méthode, c'est celle qui fonctionne pour votre public. C'est pas celle qui est le plus à la mode. D'accord? C'est pas parce que, on va dire que le blending learning, c'est une technique qui est aujourd'hui dans l'air du temps, qui va s'adapter à tout le monde. Donc, il faut bien étudier son public. En conclusion, là-dessus, donc une maquette, qu'est-ce que je dois retenir? Une maquette pédagogique doit être dynamisée pour pouvoir avoir un bon équilibre entre l'innovation, la structure et l'accompagnement. Donc, c'est-à-dire avoir des notions théoriques, avoir des notions pratiques et des temps où les jeunes sont en autonomie. Il existe donc pas de méthode miracle. Aujourd'hui, c'est en combinant ces méthodes-là, comme je viens de vous l'expliquer, qui s'adaptent en fonction de votre public, qui va répondre à votre objectif et votre envie de faire progresser
vos personnes dans l'entreprise ou dans l'école. Et ensuite, donc les 8 approches qu'on a vues, donc le blended learning à la classe autonome, sont des leviers aujourd'hui concrets pour valoriser donc vos étudiants, vos apprenants dans l'entreprise, mais également avec des techniques mesurables grâce à des outils. Et ensuite, pensez aux formateurs qui est donc la clé. Sans eux, aujourd'hui, aucune innovation pédagogique peut être faite. Donc, il faut bien penser à eux. Et voilà, donc vous l'avez compris, c'est terminé. Maintenant, je vous invite donc à nous poser différentes questions. Là-dessus, nous, on va y répondre en live. Vous l'avez compris, on est un cabinet de conception pédagogique. Donc, moi, je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour pouvoir en fait prendre rendez-vous avec nous. Donc, c'est un mini rendez-vous de consulting que nous, normalement, on facture 150 euros. C'est un rendez-vous de une demi-heure. Vous allez arriver avec vos problématiques et on va personnaliser l'approche pour vous donner les clés. Grâce à ça, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir être autonome pour pouvoir mettre en place des choses, mais également, vous allez vous rendre compte qu'on peut être aussi acteur avec vous pour pouvoir digitaliser, permettre de concevoir des formations avec des méthodes qui sont adaptées en fait à votre public et des outils adaptés à votre public. Donc, je vous remercie vraiment là-dessus pour votre engagement, pour votre inscription. N'hésitez pas à nous suivre sur vos réseaux sociaux et ce rendez-vous-là ne vous engage strictement à rien sur la suite. Il est offert pour vous remercier de votre présence à notre webinaire. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.